Bonjour, cette semaine à chacun ses jeux, je rencontre Patrick-André Lavoie qui vient nous présenter Catan. Puis Nolan, je t'ai préparé un banc d'essai. Pour ma part, Steve Simard vient nous présenter Agricola. Puis je commence tout de suite avec Florence Lavoie qui vient nous présenter Wingspan. Bonne émission. Ouais. Bonjour, je m'appelle Florence Lavoie, je suis animatrice chez Soirée de jeux et j'adore les jeux de société, particulièrement les jeux compétitifs. Chronique une nouveauté. Bonjour Florence. Salut, ça va bien? Oui, toi? Oui. Oui, hey, tu me montres quoi aujourd'hui? Aujourd'hui, j'ai amené Wingspan, c'est le nouveau jeu que je vais t'apprendre, là, ça va vraiment être plaisant. OK. Des oiseaux, ça marche comment? En fait, le but du jeu, c'est de mettre des oiseaux dans chacun des habitats. Tu as de OK. la forêt, tu as du foin, puis tu as de l'eau. OK. OK? Dépendamment de où les oiseaux là, vivent dans leur habitat naturel, tu vas devoir les placer là. OK. Comment qu'on fait pour les placer? En fait, c'est que chaque oiseau a un type d'habitat ici en haut qu'on voit. Des fois, ils peuvent habiter dans plusieurs habitats, alors que des fois, ils peuvent habiter seulement dans un habitat. Puis, pour pouvoir le placer, tu dois mettre le nombre de nourriture qui est inscrit en bas ici. OK. Fait que là, comme exemple, là, c'est. Quand tu parles en bas, là, tu parles ici de Oui. la petite plume avec la petite cerise. Oui. là. J'ai Donc- dit cerise, mais c'est peut-être autre chose, là, mais. Oui, en fait, comme toi, l'oiseau que tu me présentes ici là, doit être dans la forêt. Puis, pour le placer, tu dois mettre un blé et une cerise. OK. Comment qu'on fait pour ramasser la nourriture, pour ramasser des oiseaux, peu importe? En fait, c'est que chaque tour, tu as des pions actions. Je les ai laissés dans la boîte, malheureusement. Là, je vais aller les chercher, ils sont pas bien longs. Il n'y a pas de problème. Durant ce temps-là, tu peux t'approprier les oiseaux que tu as. Oui, alors, ça, les connaître, ces oiseaux-là, c'est-tu pertinent ou ça aide-tu dans le jeu? Non, aucunement. Non? En fait, c'est seulement des vrais oiseaux, par contre, là, qui existent Ouais, dans la ben, vraie vie. je vois ça, là, ils sont super beaux en plus, là. Hein? Ils sont vraiment un roitelet à couronne rubis. OK? Je suis vraiment pas fort en ornithologie, là, ce qui fait que ça se peut que les noms, j'ai de la misère à les dire. Il n'y a pas de problème. Puis Excellent. si tu remarques, là, en bas des cartes aussi, là, il y a toujours un petit coin historique aussi sur les oiseaux là, pour Hein, avec agrémenter. la zone du monde où est-ce qu'ils vivent. Fait que, En plein il y a ça. de l'apprentissage à faire. Là. Vraiment, c'est super Ouais, c'est là, cool. pour la connaissance générale. En fait, c'est que tu as des pions actions. OK? Oui. À chaque tour, tu as le choix de 4 actions. OK? OK. Tu peux jouer un oiseau. Pour jouer un oiseau, ça veut dire que tu vas mettre ton oiseau dans son habitat. Tu peux gagner de la nourriture aussi. Si tu mets ton pion sur gagner de la nourriture, qu'est-ce qu'il faut que tu fasses? Tu viens chercher de la nourriture dans la mangeoire. Ah. Notre mangeoire, fait qu'à chaque début de game, on va brasser les dés. Là, je vais les brasser pour le bienfait d'exemple parce que J'aime ça. c'est le fun, hein? Oui. Puis là, tu as le choix seulement de ces nourritures-là. OK. Puis j'en prends combien? Ici, ça va être 1. Mais une fois que tu vas déjà avoir des oiseaux de placer ici, quand tu vas mettre ton pion sur gagner de la nourriture, tu vas en pouvoir en prendre 2. OK. Comme Fait ça. qu'au fil de la partie avance, là, plus la partie avance et plus tu vas pouvoir aller chercher de la nourriture. Puis, tu as aussi des pouvoirs d'activation que tu vas activer sur tes oiseaux. OK. Troisième action qu'on peut faire à Wingspan, on peut aller pondre des œufs. Pour aller pondre des œufs, tu dois déjà avoir des oiseaux dans ton habitat parce que tu peux pas pondre si tu n'as pas d'oiseaux. Évidemment. Donc, pour le bien de l'exemple, je vais mettre des oiseaux comme ça. OK? Fait que je m'en vais ici, pondre des oiseaux. Ici, je ponds 3 œufs. Donc, je prends 3 œufs et je les ponds sur mes oiseaux. Comme ça et comme ça. Je t'expliquerai plus tard à quoi te servent les œufs. OK. OK? Très important, sur chacune des cartes, là, tu peux voir ici le nombre d'œufs que chaque oiseau peut posséder. Je vois, oui, comme ici, là, 3, 5, 3, c'est En ça? plein ça, oui. Donc, une fois que tu as pondu tes oiseaux, c'est fait. Là, quatrième option et dernière option que tu peux faire, tu peux piocher des cartes. Qu'est-ce OK. que ça veut dire, piocher des cartes? Tu vas chercher soit les cartes disponibles ici, ou si celle-ci ne te convient pas, tu peux prendre ceux de la pioche aussi. Au hasard. Oui, au hasard. Parfait. OK? Et comme dans les autres actions possibles, plus tu es loin, plus tu as des oiseaux, plus tu vas pouvoir piocher des cartes. OK. Je te donne un exemple ici, la deuxième, quand tu vois dans l'habitat l'eau, tu as une carte, puis tu as le signe défausser un œuf pour pouvoir piocher une carte supplémentaire. OK. Donc, je pourrais me débarrasser d'un œuf pour acheter une carte. Voilà. Puis ça, le but, c'est remplir
ça? Oui. En fait, à la fin de la partie va se terminer quand on va avoir joué 4 manches, OK? OK. Puis, on va devoir compter les points. Il y a plusieurs manières de faire des points. Il y a les points ici sur tes oiseaux. 3, 2, 2, oui, 2. ainsi de suite. Après ça, au début de la manche, on se passe des cartes objectifs. OK? Fait que tu as aussi cette manière-là de faire des points avec ton objectif. Tu peux m'en lire une que je vais pouvoir t'expliquer, là? OK. Constructeur d'enclos, oiseau avec un nid, 4-5 oiseaux, 4 plumes. Oui. En fait, qu'est-ce qu'elle veut dire, cette carte-là? Oui. C'est qu'à chaque oiseau que tu vas avoir un nid comme ça, si tu en as 4 ou 5, tu fais 4 points en fin de game. Puis si tu en as plus que 6, ça te donne 7 points. OK. Parce que OK. chaque oiseau a un type de nid différent. Je vois. Puis comme si, oiseau avec une envergure de plus de 65 cm, si j'en ai 4-5, ça fait 3 points. Voilà. Puis là, ben, j'imagine que En bas à l'envergure, c'est le... Oui. Ah, fait qu'il y a vraiment beaucoup d'informations sur les petites cartes, là. Oui. Puis j'imagine que c'est pas des... C'est tout du vrai, là. Oui. Fait que c'est super constructif, là. Vraiment, là, on apprend beaucoup sur les oiseaux, là, à jouer à ce jeu-là. Puis c'est des oiseaux d'à travers le monde, là, ou c'est surtout des oiseaux... Amérique... je vois des Amérique, Europe... Il y en a vraiment de partout dans le monde, là. C'est vraiment la Ouais. diversité, là. C'est cool, c'est le fun. Oui. Hey! Fait que tu serais-tu prêt qu'on commence? Ben oui, let's go. Go, On y allons-y. va. Bonjour, mon nom est Steve Simard. Je suis un passionné de jeux de société et puis j'aime beaucoup les jeux complexes, les jeux où c'est difficile de surmonter, où c'est difficile de gagner, où on perd souvent contre le jeu. Les jeux tactiques aussi, les échecs, le Go. Chronique contemporain. Bonjour Steve, Allô, Nolan? ça va bien? Oui. Là, beaucoup de pièces, quand même beaucoup de cartes, des couleurs aussi, ça varie beaucoup. Qu'est-ce que c'est? Agricola. Agricola, ça doit être peut-être le jeu que j'ai le plus joué dans ma vie, parce qu'il a été mis disponible, je pense, vers 2006-2007. Et puis, je le trouve super intéressant de par sa thématique. On est dans une thématique agricole fin du Moyen Âge. Et il faut survivre quand même parce que c'est difficile. Le but, c'est d'avoir le plus de points, mais juste survivre puis éviter de tomber dans les négatifs, c'est quand même difficile. Et puis, rapidement, je vais t'expliquer un peu c'est quoi. On a une maison, OK? On a notre table de base et notre maison est en bois. Et notre maison peut évoluer, comme de fait, elle peut, ici, tes deux parties en maison de bois, elles peuvent évoluer en argile, elles peuvent évoluer en pierre, et comme de fait, si tu as des parties de maison en argile, ça vaut plus de points à la fin, et en pierre, encore plus de points. On a aussi des champs, éventuellement, où on va pouvoir faire de l'agriculture. On va pouvoir semer soit du blé, qui va nous servir à faire du pain pour nourrir notre famille. On va pouvoir aussi semer des légumes, qui vont nous servir aussi à nourrir notre famille. Et on a des ressources de construction. Dans ces ressources plus de construction, on a du bois, de l'argile, de la pierre et du roseau qui vont nous permettre soit à agrandir notre maison et à construire, par exemple, des enclos pour les animaux. Les animaux dans cette version-là sont représentés par les petits cubes ici. Alors, un peu d'imagination, on a les moutons, on a le bœuf et on a aussi le sanglier qui nous permettent de nourrir aussi notre famille. Mais pour manger ces animaux-là, il nous faut aussi des outils pour les manger, par exemple des fourneaux. Il nous faut aussi, par exemple, des fours spécialisés pour cuire le pain. Fait que, bref, on est toujours un peu en train de courir après des ressources pour construire les outils qui vont nous permettre de nourrir nos personnages. Nos personnages qui sont représentés ici par des jetons ronds. En fait, un bonhomme par pièce de la maison. On commence, on n'a même pas non plus de champ. Alors, on est des agriculteurs, pas d'animaux, pas de champ, puis tout est à faire jusqu'à la prochaine récolte. En fait, le jeu se déroule sur 14 tours de jeu, et plus qu'on avance, plus qu'on a de possibilités d'action qui s'offrent à nous. Au départ, en fait, comment qu'on joue, c'est que chacun notre tour, on place un de nos jetons sur les actions qui nous sont proposées. Et par exemple, ici, on a les savoir-faire. C'est qu'on a des cartes en plus qui nous sont données.
7 cartes qui sont données au hasard de savoir-faire, de personnages qui vont nous aider, qui vont nous permettre de construire ou de gagner certains avantages. Et puis, ben, lorsque je les joue, ben, finalement, je mets ces cartes-là de façon permanente. Je dis qu'est-ce qu'il y a sur la carte et finalement, ben, elle devient effective tout de suite. J'ai aussi cette carte d'aménagement mineur, pardon, aménagement majeur, aménagement mineur. Et dans les aménagements mineurs, encore une fois, ça se trouve à certains avantages qui sont donnés. Et il y a le coût en ressources qui est indiqué sur chacun d'eux. Alors, pour jouer des cartes, en fait, pour faire à peu près n'importe quoi sur le jeu, il faut que tu places des bonhommes sur la section d'action qui te permet de le faire. Alors, au départ, ici, ça, c'est pour construire soit des pièces de la maison, parce que pour avoir un enfant, tu as besoin d'une pièce de maison de plus pour l'accueillir. Tu peux construire aussi des enclos pour mettre tes animaux, parce que les animaux ne peuvent pas être seuls sur le champ, ils vont se sauver. Ça prend des enclos pour les enfermer. Et on peut avoir aussi une étable qui peut nous permettre d'avoir plus d'animaux sur l'enclos qu'on a fermé. Donc, vraiment tout construire ta ville. Et comme de fait, plus qu'on construit de choses, ben, plus qu'on a l'occasion d'avoir des points. Pour les points, ben, en fait, c'est d'être le plus diversifié possible. Parce que qu'est-ce qui fait mal aussi au jeu, c'est que c'est pas juste qu'on accumule des points, mais on peut avoir aussi des points malus. OK? À la fin de la partie, par exemple, si j'ai pas de champ, ben, j'ai moins un point. T'sais. Fait que, finalement, c'est d'avoir le plus de diversité possible pour avoir le plus de points possible pour éviter d'avoir des points négatifs. Alors, essayer d'avoir et du blé et le plus de champs possible, le plus de tout, ce qui est finalement impossible. On risque de se ramasser quand même avec des points négatifs. Et plus que le jeu avance, ben, finalement, plus que les possibilités d'action. Là, ici, j'ai le mouton qui va s'ajouter ici à tous les tours. J'ai le bois qui va s'ajouter ici à tous les tours, et ainsi de suite. Puis, qu'est-ce qui arrive, c'est que supposons que le bois, il n'est pas ramassé, ben le tour d'après, il va avoir 3 autres bois de plus. Fait que le joueur qui va y aller, il va en avoir 6. Fait que qu'est-ce qui arrive, c'est que plus qu'on avance, plus que les actions deviennent finalement complexes, plus que finalement on a de possibilités. Ici, je peux semer du blé dans mes champs, mais pour semer du blé dans mes champs, il faut d'abord que j'aie un champ, puis ensuite, il faut déjà que j'aie un blé que j'ai ramassé préalablement. Fait que tout est un peu lent, fait que tout est difficile. On est toujours un peu dans un état de survie, et j'adore ça, ça me donne l'impression justement de la dureté de la vie, finalement, comme elle l'était peut-être dans l'imaginaire que je me fais du... faut faire la vie réelle en modèle réduit. Oui, ben, c'est ce qui contribue tant qu'à moi à l'immersion d'un jeu, c'est quand on est capable un peu de ressentir cette thématique-là. Puis bon, j'imagine que l'époque agricole au Moyen-Âge en Europe était aussi peut-être difficile. On arrivait... Bon, c'est l'imaginaire que je me fais, là, je ne suis pas historien non plus, mais du moins, ça contribue à nourrir cette idée-là. Et là, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'à la fin, finalement, des 4 tours, il faut nourrir notre monde. Alors, on cumule des points de nourriture. Et comme de fait, ça nous coûte, par les animaux qu'on tue, par les points de blé ou de céréales ou de légumes qu'on transforme, on peut avoir finalement des points de nourriture. Il nous coûte 2 points de nourriture par individu. Et si on ne l'a pas, par individu qu'on ne nourrit pas, on a des cartes de mendicité qui nous donnent des points de pénalité à la fin. Par exemple, il me manque un point de nourriture pour nourrir quelqu'un de la maison. Moins 3 points. Ni plus ni moins. C'est facile comme ça. Fait que généralement, la première fois qu'on joue, on finit avec des scores plutôt bas. On est content de ne pas être en bas de 0. Mais il y a des personnes qui ont quand même réussi à comprendre le jeu assez rapidement avec qui j'ai joué, qui se ramassaient des fois avec 5 points, 12 points. Moi, je suis un habitué. J'ai joué pas loin de 200 games. Puis même, j'ai un ami avec qui on s'achète des decks de compétition de Agricola. Fait qu'on essaie quand même on a assez compris le jeu pour imaginer des bonnes combinaisons de cartes. Puis, je te dirais que ça arrive des fois qu'on fait des parties de 50 points, Donc, moi, je vois que ça serait la première fois que je joue contre toi, joueur plus expérimenté. J'aurais beaucoup de désavantages parce que c'est de m'y faire de c'est quoi qu'il faut que je prenne, c'est quoi qu'il faut que je fasse pousser, c'est quoi qu'il faut que je bâtisse, c'est quoi... Oui. Mais en même temps, je te dirais, l'avantage d'un jeu de société aussi, on peut faire nos règles un peu maison, comme si je vois que, bon, t'aurais pas de plaisir parce que finalement, ça va finir 40 à moins 3, ben, je peux faire, bon, ben, il commence avec une pile de jetons de nourriture, puis, on peut, moi, je suis vraiment pour le côté on se réapproprie les jeux, puis finalement, on peut les adapter selon les situations. Mais en tout cas, c'est ce que je ferais pour que tu puisses avoir au moins autant de plaisir à moi à vouloir jouer 200 parties sans t'année. Bon, bien, super. Merci beaucoup. Yes, ça fait plaisir. À la prochaine. À la prochaine.
Bonjour, bienvenue à Impro en studio. Impro en studio. À Impro en studio. Impro en studio, c'est une rencontre entre deux joueurs d'improvisation qui se prêtent à différents jeux devant un écran vert pouvant devenir n'importe quel décor. Suivez les aventures de vos joueurs préférés, guidés par les arbitres Vanessa Girard, Sébastien Roy et Christian Laprise. Prochaine adresse, c'est l'itinéraire des entreprises d'économie sociale de la MRC Maria-Chapdelaine. En collaboration avec la MRC Maria-Chapdelaine et SR 02, découvrez différentes entreprises et apprenez-en plus sur l'économie sociale. On jase, là. La MRC de Maria-Chapdelaine regorge de personnes incroyables qui ont façonné nos vies, notre culture et notre territoire. Voici de longues entrevues intimistes menées par Pierre Turcotte avec quelques-uns de nos joyaux qui nous parlent de leur parcours et de leur réalisation. Bonjour, Patrick-André Lavoie, passionné de jeux de stratégie et d'échange. Chronique, nouveau classique. Patrick-André, ça va bien? Oui, toi? Oui. Hey, Catan. Oui. On parle de ça aujourd'hui? Avec plaisir. Excellent. Tu nous en parles un peu? C'est quoi le principe de Catan? Bien, quand je le présente, j'aime à dire que c'est un peu un mix entre Monopoly et Risque. Okay. C'est caricatural, mais ça représente quand même le plaisir qu'on a à envahir la carte avec son propre empire. Mais ça reste un jeu basé sur de l'économie, un peu comme Monopoly. Oui, parce qu'on a accumulé, dans le fond, des ressources. Des ressources pour pouvoir construire ou faire des actions qui nous amènent des points et faire la victoire. Excellent. Fait que là, tu t'es installé ce qu'on appelle Une colonie, puis une route. On commence comme ça avec, sur le jeu. Oui, on commence. C'est sur des jeux qu'évidemment, on est deux, mais normalement, c'est de 3 à 4 joueurs. Il y a des extensions mercantilistes oblige qui nous permettent d'avoir d'autres options à 6 ou à 2 joueurs, mais généralement 3 à 4. Et à tour de rôle, on place une première colonie et une route, jusqu'à ce qu'on ait chacun 2 colonies et 2 routes. Exactement. Puis là, il y a des chiffres sur différents territoires, puis il y a différents territoires sur la carte qui change à chaque fois. Fait que... C'est un des éléments qui est intéressant dans ce jeu-là, c'est que la carte n'est jamais la même, étant donné que autant l'emplacement des ressources, leur séquence et également la répartition des chiffres qui nous permettent de piger ces ressources-là est répartie aléatoirement à chaque partie. Contrairement à des jeux traditionnels, pas traditionnels, disons, mais les plus grands classiques comme le Monopoly ou le Risque, où on peut les apprendre absolument par cœur. Oui, puis tu sais, déjà en partant la partie, on sait que, mettons, à Risque, si tu as tel ou tel territoire, on est pas mal... Oui, il y a 2 ou 3 types de personnes. Oh, tournant surtout autour de l'Australie, on va s'entendre. C'est ça. Donc, voilà. Donc, comme la plaque, elle change à chaque fois, bien, la difficulté, elle va changer à chaque coup. Là. Fait que, on est installé sur la plaque. Les ressources, c'est avec les dés? Exact. Donc, une fois qu'on a réparti, évidemment, on choisit la personne qui commence, ensuite, dans le sens horaire, on va jouer à tour de rôle et on va brasser des dés. Ce qui est intéressant aussi, c'est qu'à chaque tour, même si ce n'est pas nous qui jouons, on va nécessairement interagir avec la plupart, pas la plupart, mais avec le joueur qui joue. Puisque dans ce jeu-là, l'échange est essentiel. Un joueur qui veut... qui veut jouer tout seul. Qui veut jouer seul ou qui veut vivre en autarcie comme un bon petit communiste, il y a plus de chances de perdre que de gagner. Parce qu'on a avantage à aller chercher des ressources qu'on ne possède pas chez l'autre si ça nous permet d'avancer plus vite que l'autre. Donc là, il y a un petit calcul stratégique à faire, bien que comme tous les jeux de table, c'est entièrement réparti sur le hasard. Mais c'est ça, le principal avantage de ce jeu-là, c'est qu'il y a beaucoup d'actions, il n'y a pas de temps mort, puisqu'on doit toujours être à l'affût pour proposer des échanges, échanger avant les autres, et planifier aussi les tours qui s'en viennent avec les ressources qui vont sortir. D'ailleurs, on peut remarquer que les chiffres sur la carte sont plus ou moins gros, il y en a qui sont rouges, il y en a qui sont noirs. Plus ils sont gros et en prime ceux qui sont rouges, c'est ceux qui sortent le plus souvent statistiquement. Évidemment, plus de chances d'avoir un 6 qu'un 2 ou qu'un 12.
Oui. Le- Pièce, le pion. Moi, je l'appelle le pion voleur, toi. Tout à fait. Ou Excellent. le bandit. Le bandit. Parfait. Pièce Oni, puisque effectivement, ça ne permet pas de piger de ressources sur le tour où il est. En fait, pour l'obtenir pour le tour seule figure, c'est qu'il faut toutes les fois qu'un set est obtenu, le joueur doit déplacer le voleur. Ça lui permet de voler une carte dans le jeu d'un adversaire. Par contre, ce qui ne permet pas, c'est que si quand c'est les chiffres qui sortent, c'est que au moins tout le monde pige. C'est un peu moins intéressant, mais ça fait partie du jeu. On peut ensuite le déplacer. Admettons que je suis les blancs. Je vais aller bloquer votre 6 pour empêcher les joueurs qui sont sur le 6 de piger les prochains 6. Mais effectivement, c'est un pion Oni puisque ça avance pas. Et malheureusement, le 7 a beaucoup plus de chances de sortir que tout autre chiffre. Exactement. Exactement. Puis, ça ici, ben, des fois, ça peut faire certains changements dans la partie. Oh, tout à fait. Puis ça évite que quelqu'un se monte, je pourrais dire, un gros deck de ressources, puis que tout d'un coup, ils se mettent à abattre pour... Exact. Parce qu'à chaque set, les joueurs qui ont trop de cartes doivent en jeter une certaine proportion. Et ce qui peut être tout aussi frustrant que jouissif si c'est votre adversaire principal qui est désavantagé. C'est super. Hey, je te remercie beaucoup. Bienvenue. Un banc d'essai. Allô, Sébastien. Salut, Nolan. Un jeu que tu viens d'amener qui est tout à fait nouveau pour moi. Oui. Puis-je savoir les règles? Oui, d'ailleurs, mets les billes dans le sac, puis je vais t'expliquer ça. Super. OK. Donc, je te présente, c'est le Secret de Monte Cristo. C'est un jeu qui implique ramasser des trésors dans le château de Monte Cristo. OK? Puis, les trésors ben, vont se trouver dans un ou l'autre des tours. Puis, c'est ça. Fait que là, les billes, tu les mets dans le sac. Puis, une fois qu'ils sont là, tu piges, tu les mets dans l'ordre que tu veux. On met 4 rangées, peu importe la couleur. Tac, 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 tac. Fait que là, tu y vas. Où est-ce que ça arrive? Vois-tu, ces billes-là, dans le fond, ils vont déterminer l'ordre de tour. Comme là, au premier tour, la première action va être faite par un jaune. La deuxième action va être faite par le vert, etc. Puis, on ne sait pas comment ça va arriver. C'est selon ce que tu vas piger. OK. OK? Dans le jeu, il y a comme 4 actions à chaque tour qui se passent. OK? Puis c'est cette plaque-là qui nous dit qui fait quoi quand. OK? Sinon, ça n'a aucune autre utilité de nous dire qui fait quoi quand. Fait que là, tu es installé. Parfait. Donc, le jaune commencerait. Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Ça, c'est pour nous marquer qu'est-ce qu'on fait. Il y a la petite carte bateau. La carte bateau va nous donner nos capacités. Il y a des cartes ici. OK? Nos cartes ici, mettons qu'on est joueur. Là, je vous ai installé pour 4 joueurs, mais ça joue à 2 comme à 4. Et puis là-dessus, bon, il y a des sacs à dos puis il y a des hommes. Si je te donne une carte comme ça, bien, ça veut dire que tu pourrais ramasser un sac à dos blanc avec 3 hommes. Si je te donne une carte comme celle-là, tu pourrais ramasser 2 sacs à dos rouges avec 2 hommes. OK? Ce sont tes hommes. Et les trésors qui vont se placer sur la plaque de jeu éventuellement, ce sera ce qu'on peut ramasser. Avoir beaucoup d'hommes, ça nous coûte, c'est avantageux parce que ça va faire que tu as plus d'hommes à placer sur le jeu. OK? Ce sont nos hommes. Là, j'ai dit hommes, ça pourrait être femmes. Là, je ne vais pas faire de quête de genre, inquiétez-vous pas. OK? Donc, on va éventuellement les placer en ligne dans des tours du donjon quand ça sera notre tour. OK? Donc, au début, on ramasse des bonhommes à la première phase du jeu. Deuxième phase du jeu, le premier... Puis une fois que... Ah, c'est vrai. Une fois que tu as joué, tu enlèves ta bille. Et là, tu peux la mettre dans la rangée de ton choix. OK? Pour rallonger. Pour savoir, tu sais, pour te mettre en ligne parce que tu veux faire cette action-là. Parce que dépendamment de la phase du jeu, au début, c'est avantageux de choisir les cartes et de placer ces bonhommes. À un moment donné, plus loin dans le jeu, ça devient plus avantageux de placer les trésors. Puis des fois, cette action-là aussi, que je vais t'expliquer juste après, devient plus avantageuse à faire. Donc, il y a vraiment quand même beaucoup de stratégie. Puis je vais te dire, la première partie que tu joues à ça, là, on dirait que tu te laisses porter dans le jeu, puis tu te demandes, bon, où est-ce qu'on s'en va avec ça? Deuxième partie, là, tu commences à la comprendre. Puis la troisième partie, tu commences à te faire des stratégies. Puis là, tu te mets à réfléchir. OK? Puis je dirais que moi, j'ai commencé à avoir du fun avec ce jeu-là juste à la troisième partie. Première partie, OK, c'est beau. Deuxième, puis après ça, j'ai commencé à avoir vraiment du fun à jouer. Le temps vraiment de s'habituer Oui, et à oui. comprendre le principe. Puis après ça, à un vraiment. moment donné, là, tu peux commencer à te faire des stratégies. Puis je te dirais qu'en général, c'est un jeu qui est long à partir. Au début, là, le début de la partie me semble toujours long. Fait que tu as comme un premier 10 minutes là, que tu fais « ouais, moyen ». Puis là, à un moment donné, hop, ça commence à devenir intéressant.
Puis à la fin, ben là, tu fais comme ah, je vais l'avoir, je vais l'avoir. Donc, c'est ça le plaisir, je trouve, de ce jeu-là, gagne en avançant dans la partie. OK? Donc, quand on a des trésors, on pige des tuiles trésors comme ça qu'on place dans des tours. OK? À chaque... Oui, tu peux les placer dans les tours que tu veux, à ton tour, quand c'est toi qui décides, parce que tu en as pigé autant que le joueur qui joue à la partie, OK. puis tu les places. Puis éventuellement, ben, quand on aura une tour qui est pleine de trésors, à la partie trésors, quand ça va arriver, bien là, on pourra dire « Ah, il y a une récolte de trésors. » Donc, ceux qui sont en file dans le tour se servent en premier. Fait qu'admettons, comme ici, si j'avais une carte, admettons, là, comme là, je veux ramasser les trésors bleus, j'ai pas de sac à dos bleu, ben je peux pas en ramasser. Mais je pourrais ramasser, mettons, 3 sacs à dos blancs avec un seul homme. Fait que je peux prendre un homme puis ramasser les sacs à dos blancs. OK? Fait que là, j'aurais 3 trésors blancs. 3 trésors blancs qui valent 1 point chacun. OK. Les trésors bleus, là, j'ai mis ça au hasard. Mettons, les trésors verts valent 3 points. Fait que si, mettons, j'ai un 3 trésors, 3 fois 3, ça fait 9. OK? Il s'additionne. D'où l'intérêt de la dernière partie qu'on appelle le shuffle, le switch, comme tu veux. Tu peux soit prendre ta bille et te déplacer de 1 ou 2 dans l'ordre de tour, ou tu peux prendre 2 cristaux puis les faire monter soit de 1 ou de 2. Donc, si toi, tu sais que tu as l'intention de ramasser, mettons, des trésors blancs, puis ils valent juste 1, bien là, tu as intérêt à te placer dans la colonne de switch pour venir déplacer. Ce qui fait que tu as besoin de beaucoup anticiper ce qui va venir et l'action des autres. OK? Ce qui fait que des fois, tu te fais une stratégie, tu te fais un montage, puis quelqu'un fait une action qui vient tout défaire ce que tu avais prévu de faire. OK? Donc, c'est un jeu qui amène quand même des surprises, mais c'est beaucoup lié au choix que tu fais. Évidemment, il y a un petit peu de hasard dans les cartes, la distribution des cartes, ce que tu piges comme trésor, mais c'est un jeu dans lequel tu as beaucoup de décisions à prendre. OK? Mais c'est ça, comme je te dis, c'est un jeu qui est quand même, je trouve, relativement long, même s'il n'est pas si compliqué que ça, ça prend quand même plusieurs parties à s'approprier les stratégies là, pour vraiment l'apprécier. Super. Et là, je vois... C'est les marqueurs de points. Les marqueurs de points. Et ça, si mettons que tu fais 3 points, ben, tu avances ton piton de ta couleur de 3 jusqu'à temps. Le but, c'est de ramasser 50 points avant la fin de la partie. Super. Merci beaucoup. Super beau jeu. Parfait, bye. À la prochaine.